Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, nous vous présentons une émission produite par Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur les services d'archives privés agréés. Bonne émission! Bienvenue dans l'univers de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ pour les intimes. Benoît Mignot au micro, qui vous convie à cette 3e participation annuelle de BANQ à la programmation de Radio Ville-Marie. Cette année, c'est un volet moins connu, mais tout aussi intriguant et passionnant qui sera le sujet de l'émission, les SAPA. Et non, je ne parle pas des savoureuses bouchées espagnoles, les tapas, mais bien plutôt des services d'archives privés agréés, les SAPA. C'est également un délice, mais cette fois-ci pour les yeux, les oreilles et également l'esprit. Je suis en compagnie de 2 invités qui sont sans aucun doute la référence en matière de SAPA et vont vous en révéler tous les mystères. Je les invite d'ailleurs à se présenter. Dans un premier temps, Éric Turcotte. Bonjour Éric. Bonjour Benoît, ça va bien? Ça va très bien. Oui, merci. Donc, Éric Turcotte, archiviste. Je travaille pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec à la direction des régions, qui relève de la Direction générale des Archives nationales du Québec. Et dans mes principaux dossiers, notamment ceux qui concernent l'agrément et l'aide financière. Et on a également Karine Savary. Bonjour. Bonjour Karine. Donc, je suis conservatrice au Musée d'histoire de Sherbrooke et aussi j'ai le plaisir de présider le regroupement des services d'archives privés agréés du Québec. Bien écoute, ça promet. On a donc les 2 personnes les mieux équipées du Québec pour pouvoir nous parler de ce sujet-là. Mais on pourrait commencer justement, Karine, par la question fondamentale, l'alpha et l'oméga de l'émission. Qu'est-ce qu'un SAPA? Oui, donc vous l'avez dit, c'est un service d'archives privé agréé. Donc, ce sont des institutions qui sont reconnues par Bibliothèque et Archives nationales du Québec de par leur professionnalisme, leur activité, les archives qu'ils conservent, mais aussi les conditions dans lesquelles ils conservent ces documents. Et ces documents, qu'est-ce que c'est? Donc, les archives, c'est un document qui témoigne de notre passé. Ça peut être les activités familiales, politiques, administratives, sportives, tout ce qui nous permet de connaître le contexte social, culturel, économique ou politique encore d'une période donnée. Donc, c'est vraiment les assises de notre société. On en retrouve 41 à travers toute la province, de l'île de la Madeleine jusqu'à Gatineau, et ils ont tous une spécificité et des réalités qui sont différentes, mais ils s'unissent sous une même mission, soit conserver le patrimoine documentaire. Ils ont donc comme responsabilité d'acquérir les documents de notre patrimoine, les conserver dans des conditions favorables qui vont pérenniser donc avec le temps et rendre donc cette richesse à la population qu'ils desservent, donc par la consultation ou encore par différentes activités là, qui leur sont propres. Mais justement, Éric, pourquoi est-ce que les Archives nationales ont besoin des SAPA? Bien, je dirais que l'une des missions de BANQ concernant les archives est notamment de promouvoir la conservation et la mise en valeur des archives privées qui ont une importance pour l'histoire du Québec. Fait que rapidement, BANQ a voulu partager cette responsabilité en s'associant avec divers partenaires. Et depuis 1990, BANQ a graduellement mis en place le réseau des services d'archives privés agréés, qui sont des partenaires incontournables et privilégiés de nos propres centres d'archives de BANQ pour assurer la conservation et la mise en valeur des archives d'origine privée. Je me trompe pas, Éric, en disant que, en fait, ce que ça permet, c'est la préservation d'un lien territorial et presque organique entre les archives et les populations locales? Oui, exactement. En archivistique, on a le principe de territorialité, principe qui veut qu'on essaie le plus possible de conserver les archives dans leur lieu de création ou d'origine. Ce qui veut dire que si les archives ont été créées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on va essayer le plus possible qu'elles restent dans la région et non pas qu'elles se retrouvent à Montréal, en Montérégie ou encore dans la région de l'Outaouais. Mais j'imagine en plus que les services agréés, justement, qui sont présents dans les régions, ont une connaissance beaucoup plus granulaire de l'histoire locale. Ça doit leur permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration des fonds, justement. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est qu'on vient s'assurer avec les services d'archives privées agréés, d'avoir une connaissance régionale de leur histoire et aussi de leur origine, je dirais. Et ça fait en sorte que c'est plus facile pour les citoyens
d'avoir accès à cette information-là là, près d'eux. Justement, Karine, on parle des citoyens qui peuvent accéder au fonds d'archives. C'est pour qui les SAPA? Est-ce que c'est uniquement pour des chercheurs, par exemple? En fait, c'est pour tous. On a tendance à penser qu'un service d'archives, c'est vieux, poussiéreux, on n'est pas le bienvenu là. Puis en fait, c'est tout le contraire parce que c'est des institutions qui tendent justement à se dynamiser parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est redonner le patrimoine à la population. Mais au-delà de ça, on protège aussi le patrimoine bâti. Donc, on va venir chercher des plans d'architectes, au niveau judiciaire aussi. Les archives, c'est vraiment l'assise de la société. Donc, tout peut être retrouvé dans ces services-là, puis tous sont le bienvenu à tenter de le reconstruire. Bien, justement, pour naviguer dans cet univers des SAPA, on a choisi 4 institutions qui représentent bien 4 secteurs. Donc, on a Histoire et Archives Laurentides, qui, je pense, représente bien le concept d'archives régionales. On a également les Sœurs Grises de Montréal, qui nous permet de jeter un coup d'œil du côté des archives religieuses. La Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, où on va plutôt s'attarder sur les archives audiovisuelles. Et finalement, le musée McCord Stewart, qui va porter son regard sur les archives de type muséal. Donc, on vous convie dans les prochaines minutes à la découverte des SAPA. Et Karine et Éric, on va se retrouver en fin d'émission pour faire une petite conclusion de cette épopée à travers les fonds d'archives du Québec. Donc, on se revoit en fin d'émission. C'est au rythme de la marche des fantaisistes, interprétée par les fantaisistes laurentiens de l'école secondaire de Saint-Jérôme, sous la direction de Giuseppe Agostini en 1961, que l'on accueille nul autre que Linda Rivet, directrice générale et archiviste du service Histoire et Archives Laurentides. Donc, bienvenue à BANQ au son des tambours et des clairons. Merci. Linda, je ne me trompe pas en disant que le Centre Histoire et Archives Laurentides, c'est littéralement la porte d'entrée idéale pour la petite et la grande histoire de Laurentides. Oui, bien, effectivement, nous avons de la documentation, des fonds d'archives qui couvrent le territoire des basses et des moyennes Laurentides. Et si je ne me trompe pas aussi, il y a une portion assez importante des fonds d'archives qui porte sur l'intime, le personnel, l'histoire locale. Oui, tout à fait. On documente à travers des fonds d'archives d'individus, de familles, de petites entreprises, d'industries. Ça peut être des journaux personnels, ça peut être... Oui, ça, on retrouve vraiment là, toutes sortes de types de documents. La correspondance privée, par exemple. Oui, correspondance. On va avoir énormément de photographies également aussi. Ça nous permet vraiment de découvrir comment s'est développée notre région à travers la vie culturelle, la vie communautaire, par exemple, la vie politique, sportive, l'implantation des industries, par exemple, les commerces, la présence de la religion également. Donc, c'est vraiment cette petite histoire-là qui fait la grande histoire du Québec, ni plus ni moins. Parce qu'on a souvent tendance à penser à associer, en fait, la notion d'archive avec les grands documents officiels, par exemple, et avoir un regard peut-être un petit peu condescendant sur les archives personnelles. Pourtant, les archives personnelles offrent un regard tout aussi intéressant et peut-être même beaucoup plus pointu sur ce qui habitait vraiment les citoyens à l'époque. Oui, et souvent, les gens réalisent pas ça. Les gens ont l'impression que ce qu'ils ont à la maison, ce que leur famille a rassemblé et conservé si longtemps, que ça n'a pas d'intérêt, alors que c'est des petits trésors, là. Il y a des petits bijoux. Par exemple, un petit cahier de dépenses d'un agriculteur, par exemple, là, connaître un peu quelles étaient les dépenses pour une famille en région à une époque donnée, avoir le programme de soirée récréative en 1870 ou 1920, on voit les déplacements, les intérêts d'une époque.
la mise en place d'un club de patin local, par exemple. Donc, c'est l'initiative de citoyens qui vont réaliser ces choses-là et qui vont animer toute une société. Mais les gens réalisent pas qu'ils ont des petits trésors et souvent, on leur dit, avant de jeter les choses, venez faire vos poubelles chez nous. On prend vos poubelles. Oui, exactement. Mais ça peut, si par exemple, je prends un exemple au hasard, les 100 ans de Valmorin. Donc, j'imagine que l'ouvrage s'est nourri, notamment à partir des archives personnelles. Oui, absolument. Quand on fait des réalisations comme ça sur des municipalités là, qui soulignent leurs 100 ans, 150 ans, sans dire ce qu'on cherche exactement, mais en leur disant « apportez-nous vos choses, on va les numériser » et puis ça pourrait se retrouver effectivement dans le livre et les gens ne réalisent pas nécessairement, là, peu importe les endroits, réalisent pas que la Saint-Jean-Baptiste, la fanfare, les photographies qu'ils ont pris d'un défilé de la fanfare dans le village ou d'un carnaval en 1968 peuvent être d'une richesse documentaire très importante. Ça permet d'étayer, dans le fond, les relations entre les gens, la petite bourgeoisie aussi, qui est souvent peu documentée à part dans ces documents-là, mais sans doute une représentation tangible des enjeux de société, les traditions, les loisirs, comme tu le mentionnais. C'est du concret plutôt que des documents officiels qui, quelquefois, vont être relativement génériques, en fait. Oui, et qui n'iront pas dans le petit détail. Quand on a un programme de spectacle, par exemple, et qu'on voit le nom des gens qui vont interpréter certains personnages, mais on voit que c'est des citoyens qui vont s'investir parce qu'ils se découvrent un talent, par exemple. C'est comme chanter à la chorale. On parle en fait jusqu'ici de fonds relativement personnels, mais il y a aussi des fonds plus officiels, comme par exemple le fonds de la Compagnie Roland, qui est un fonds majeur. Dont vous avez la garde. Au début des années 90, la famille Roland, Lucien Roland, cède la compagnie et ses cascades qui en devient propriétaire. Et avec les frères Lemaire, il y a cette décision-là qui est prise de dire ce fonds d'archives-là doit rester dans la région, c'est très important. Et elles ont été remises à Histoire et Archives Laurentides. On en est vraiment très fiers. Cette compagnie-là, c'est une histoire de famille par les Roland, qui habitaient aussi la région, là. Et plusieurs membres de la famille ont travaillé dans la compagnie, mais plusieurs citoyens aussi. Et donc, on pourrait penser qu'en fait, le fonds d'archives d'une compagnie, on va parler de comptabilité, on va parler de décisions autour de grands enjeux économiques, ainsi de suite, mais ça va plus loin que ça parce que c'est littéralement la région entière qui est impliquée là-dedans. Donc, je pense que les comités sociaux, la place des femmes, tu mentionnais en amont le pont des amoureux. Oui, exactement. Donc, il y avait une petite passerelle lorsqu'on travaillait à la Compagnie Roland. On devait traverser la rivière et puis à l'heure des pauses, les femmes allaient se détendre sur la passerelle et elles avaient un certain succès auprès des hommes qui travaillaient dans la compagnie. Donc, on appelait cette passerelle la passerelle des amoureux. Il y a plusieurs couples qui s'y sont formés. Évidemment, lorsque les femmes se mariaient, elles devaient quitter la compagnie. Par contre, elles occupaient des postes peut-être un peu moins physiques, mais très intéressants. Trieuse du coton, conteuse, examinatrice. Tu m'as même mentionné, en fait, une célébration de la Saint-Jean-Baptiste qui s'est faite le 1er juillet. Oui, effectivement. Une première dans l'histoire du Canada. Stanislas Jean-Baptiste Roland était, en plus d'être le directeur de l'usine, était aussi maire de Saint-Jérôme. Donc, les membres s'impliquaient aussi dans la communauté. Et cette année-là, il souhaitait inviter de nombreuses personnalités du Québec. Donc, c'est dit, si je fais ça le 24, tout le monde va être dans sa ville avec ses occupations. Donc, si je veux aller chercher des gens de l'extérieur, on va faire ça un 1er juillet. Est-ce qu'il y aurait un élément fort dans tes collections, quelque chose qui vous êtes extrêmement fiers, là? C'est la Magna Carta de vos archives? Je dois dire là, qu'il y a plusieurs familles importantes qui ont cédé leurs archives, qui nous
témoigne justement là, de tout ce début du 19e siècle et début du 20e siècle dans notre région. Donc, toute cette effervescence. On a des documents iconographiques qui témoignent de quoi avaient l'air les rues, comment on décorait à l'intérieur des maisons, par exemple. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'intime. Ces photographies-là nous témoignent justement de toute cette époque-là. Deuxième segment, le segment « j'ai mon voyage ». Donc, quelque chose que vous vous attendiez absolument pas à trouver à l'intérieur des fonds. Qu'est-ce que c'est? On a un petit bout de tissu qui a appartenu au curé Labelle et qui a été donné au moment de son décès. Une relique? Oui, c'était dans un registre. Une famille avait monté là, un genre de petit scrapbook avec des articles sur différents sujets, des photographies de la famille. Et il y avait plusieurs pages vides et un peu plus loin dans le registre, alors qu'on s'y attendait pas, il y avait ce petit bout de tissu avec juste une petite flèche qui disait « Tissu du curé Labelle à son décès ». Alors, et on a trouvé ça devait faire plus de 20 ans que le fonds d'archives était dans nos locaux. Ça n'avait jamais été vu. Alors, écoutez, imaginez l'effervescence dans le local. J'ose à peine l'imaginer. Il y a des expositions aussi qui sont mises en place, je pense, par l'intermédiaire du Musée virtuel du Canada, si je ne me trompe pas. Effectivement, en ce moment, on a 2 belles expositions qui ont été faites sur le Musée virtuel du Canada. Une, évidemment, sur Antoine Labelle. On a aussi fait, comme on a toute une richesse dans le fond de la Compagnie Roland et qu'on souhaite que ce fonds d'archives-là soit plus connu par les citoyens. Donc, on a une belle exposition. Ça fait quand même plus de 140 ans que cette compagnie existe. Il y a encore aujourd'hui du papier qui est produit dans l'usine. Certains bâtiments datent de 140 ans. Donc, on était très fiers de pouvoir présenter une exposition sur la compagnie. On a aussi un autre projet qui est bien important. C'est du soutien aux sociétés d'histoire de notre région. Donc, être archiviste, c'est une expertise et souvent les sociétés d'histoire locales vont être surtout pilotées par des bénévoles. Alors, notre équipe va soutenir ces sociétés d'histoire-là pour leur donner un petit coup de main pour s'assurer que l'histoire archivistique de notre région est conservée et bien préservée. Bien, bravo. Alors, c'est un parcours assez diversifié, effectivement, que tu nous présentes, Linda. Je te remercie beaucoup pour ta présence ici. Et je rappelle aux auditeurs qui veulent en savoir plus sur le service Archives Laurentides qu'ils peuvent aller sur le site web. Donc, l'adresse, c'est histoire-archives avec un S, Laurentides, évidemment, avec un S.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois vous avoir dit l'essentiel, mais je pense que ça vous fera plaisir d'entendre ma douce voix. Vous savez, l'installation à Gobot, ça me plaît beaucoup. Pour une fois, j'ai ma maison à moi toute seule, avec un beau toit pointu qui va vers le ciel. Vous venez tout juste d'entendre un extrait fort sympathique d'un message en direct de 1975 d'une religieuse missionnaire de Gobot, en Afrique, à l'intention d'une collègue de Montréal. On accueille Mylène Laurando, directrice du service des archives et des collections des Sœurs Grises de Montréal. Bienvenue à BANQ. Merci. Quand on pense en fait au fonds d'archives des Sœurs Grises, évidemment, fonds d'archives religieux, on s'attend évidemment à avoir des archives de nature religieuse à l'intérieur du fonds en question, mais il n'y a pas que ça en fait, c'est beaucoup plus vaste. C'est quoi les particularités du fonds des Sœurs Grises? La particularité, c'est ça, c'est que nous, on a vraiment des archives du début de la congrégation jusqu'à aujourd'hui, donc on a vraiment un portrait d'ensemble des activités de la congrégation et des religieuses aussi. Et en fait, on se retrouve devant, je pense, dans le cas de ce fonds-ci, devant, la mémoire religieuse du Québec, mais aussi la mémoire sociale du Québec, puisque tout était géré à cette époque-là par les communautés religieuses. Les Sœurs Grises et les congrégations religieuses étaient vraiment la base du système social, des services sociaux, des services à la population. Et puis, effectivement, nous, on a des fonds vraiment diversifiés qui reflètent un peu le but de la congrégation qui était vraiment l'aide aux pauvres et qui s'est spécialisé aussi dans les services sociaux à la population en général.
C'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on retrouve à notre service d'archives, c'est qu'on retrouve effectivement là, des fonds d'archives de ces institutions-là, des grandes institutions, par exemple la Maison Mère de Montréal. On a un fonds sur l'hôpital Maisonneuve, on a un fonds sur l'hôpital Notre-Dame, et aussi on a des fonds, par exemple, sur l'Institut Marguerite-Diouville, qui était pour la formation des infirmières. On a des fonds, l'Institut Nazareth aussi, qui était pour l'éducation des personnes non-voyantes. On a vraiment, c'est très diversifié, en fait, les fonds qu'on conserve. Mais ça fait en sorte, j'imagine, que les questions ou les chercheurs qui sont présents sur place doivent être extrêmement diversifiés parce que, par exemple, tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à l'histoire sociale du Québec vont nécessairement, j'imagine, devoir transiger éventuellement. Plus ils reculent dans le temps, plus éventuellement ils doivent passer par l'intermédiaire de votre centre. Oui, et effectivement, on a aussi beaucoup de chercheurs qui viennent du milieu universitaire. On a beaucoup de demandes d'informations, de demandes de recherche. On en a à peu près 350 par année. C'est honorable. Oui! Ce qui fait en sorte qu'on est bien occupé avec ça. Sinon, on a eu plusieurs architectes qui sont venus dans nos archives parce qu'ils travaillent sur, par exemple, des bâtiments qui ont appartenu aux religieuses avant et qui veulent avoir, par exemple, des plans, des devis techniques. Et heureusement, les sorts, au fil des années, ont tout gardé. Donc, nous, on peut offrir ça aux architectes, par exemple. On a travaillé aussi avec des archéologues. Ça aussi, c'est très intéressant pour documenter des sites. L'utilisation des espaces, en fait. Est-ce qu'il y a un potentiel archéologique sous-jacent? Exactement. Mais justement, on parle d'une couverture sociale importante. Oui. Lorsque la Révolution tranquille est arrivée, en fait, il y a une sécularisation du filet social puis du filet éducatif. Ça fait en sorte que, donc, le secteur d'excellence dans lequel œuvraient les Sœurs Grises notamment, bien, tout d'un coup, est passé du côté du ministère de l'Éducation. On a l'impression que ça s'est passé, enfin, c'est la vision qu'on a, à l'effet que ça s'est passé extrêmement rapidement. Mais est-ce que c'est le cas ou bien est-ce que ça a été quelque chose de progressif? Puis comment ça s'est vécu à l'intérieur des communautés? Ce qui s'est passé, c'est que certaines religieuses sont restées comme employées du gouvernement, en fait. Donc, tout simplement. Le changement, c'est que, par exemple, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les religieuses habitaient dans l'hôpital. Donc là, à partir de là, ils ne peuvent plus habiter dans l'hôpital. Donc, ils doivent s'établir, par exemple, dans des petits appartements, dans le quartier, autour du quartier. Donc, dans le fond, c'est ça qui est un peu le grand changement, c'est qu'ils partent des grandes institutions pour devenir plus en petits appartements, en petites communautés locales. Ça fait en sorte qu'ils s'intègrent de plus en plus dans la vie de quartier. Mais elles travaillent aussi à l'hôpital. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Dans les fonds d'archives, ce qu'on remarque, c'est qu'on a vraiment une cassure. Par exemple, on a des documents jusque dans les années, c'est ça, 60, 70. Et après ça, les sœurs, ils quittent l'institution. Donc, et puis, c'est plus les propriétaires. Donc, il n'y a plus de génération documentaire à ce moment-là. Non. Donc, ce qu'on retrouve dans les fonds, c'est plein de création de petits fonds, de petites résidences où les sœurs qui ont déménagé puis se sont investis dans le fond, dans leur vie de quartier. Donc, c'est comme un changement d'activité, finalement, par rapport à ça. Et le service, en fait, d'archives ne gère pas que les fonds des Sœurs Grises. En fait, vous embrassez beaucoup plus large. Ce qui a été comme fusionné, en fait, c'est centralisé, fusionné. C'est les archives de l'Ouest canadien, du Québec, des États-Unis. Tout ça est arrivé du Brésil. Et du Brésil aussi. Et tout ça est arrivé à la maison de Mardouville. Mais cette particularité-là, justement, que vous avez de gérer des centres d'archives qui sont un peu éparpillés à travers le monde, c'est un peu en relation aussi avec une question qui est de plus en plus présente depuis quelques années, celle des enjeux au niveau de la sauvegarde et de l'accessibilité des archives religieuses, parce qu'il y a des communautés qui disparaissent, par exemple, ou qui cessent de gérer des fonds d'archives. Ce qui est particulier avec les Sœurs Grises, c'est que c'est une communauté qui gère toujours ses propres fonds d'archives. Effectivement, les congrégations religieuses aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux de sauvegarde de leurs archives, beaucoup d'enjeux de pérennité. Comme on sait, la plupart des congrégations religieuses au Québec sont en déclin. Mm-hmm. Et c'est sûr que le bien-être physique de leurs membres est la priorité. Les administrations doivent quand même penser à leur patrimoine historique, à leur collection d'objets et à leurs archives. Mylène, est-ce que tu peux nous parler d'un document, j'allais dire fort, mais donc c'est fort à la fois FORT, mais au niveau homonyme
PHARE aussi, un document phare de vos collections. Oui, bien, le document que j'ai choisi, c'est la lettre patente du roi Louis XV donnée à Marguerite-Douville en 1753, qui donne à Marguerite-Douville l'administration de l'hôpital général. Donc, c'est vraiment un document, premièrement, très beau, magnifique, avec un sceau en cire. Donc, c'est vraiment un document officiel. Et c'est vraiment pour Marguerite-Douville et la congrégation un gage de confiance du gouvernement, de l'administration de la colonie. Et du roi. Et du roi, qui lui confie vraiment l'administration de cet hôpital, qui est, soit dit en passant, pas un hôpital pour les malades, mais hôpital dans le sens de hospitalité, dans le sens d'accueil des personnes en détresse, des personnes pauvres, des orphelins. Des nécessiteuses. Oui, exactement. En fait, les malades étaient allés à l'Hôtel-Dieu. Donc, il y a comme c'est pas nécessairement des malades qui sont à l'hôpital général, ils vont à l'Hôtel-Dieu. C'est une bonne précision. Oui. Et second segment, c'est le segment que j'intitule « J'ai mon voyage ». Donc, sur un document qui vous a complètement pris par surprise, vous n'attendiez pas à trouver une information à l'intérieur, vous n'attendiez pas à trouver ce document-là. Quel est-il? En fait, j'ai pas nécessairement un document, mais c'est un projet que je voulais parler. C'est que en 2018, 2019, on a entrepris de numériser toute notre collection audiovisuelle. Et ça, c'est des surprises. Quand on a vu sur un écran des religieuses jeunes s'animer, faire des activités, jouer au badminton, donc, c'était émouvant pour nous parce que c'est ça. Puis en couleur aussi, on en a en couleur. Wow. Donc, on est pas de son, là, mais en couleur. Mais on était vraiment surpris, puis agréablement surpris, en fait, de la qualité de ce qu'on a numérisé. Et puis, même qu'on a découvert qu'il y avait une sœur qui faisait beaucoup de films. Donc, on a numérisé sa collection. Donc, on a vraiment eu des belles surprises à ce niveau-là. Ma collègue a même fait une activité avec les religieuses âgées. Et elle a présenté les films et elles ont pu identifier des personnes et des événements. Donc, ça a été vraiment une belle activité appréciée, autant des religieuses que des archivistes qui ont pu vraiment faire une description englobante. Oui, contextualiser Exactement. ce qui se passe, qui est présent sur les images, par exemple. Et c'est quoi l'événement? Hein? Oui. C'est une fête de quoi? Donc, est-ce que c'est une simple partie de badminton ou bien, en fait, c'est une partie de badminton à l'intérieur d'un événement un gros annuel, tournoi international? Non. Effectivement. Donc, ce genre de choses-là, ça a vraiment été... c'est ça, le segment, j'ai mon voyage. Là. J'ai mon voyage. Donc, c'est un gros projet qui vous anime actuellement. Et si je me souviens bien, est-ce qu'il n'y a pas une exposition qui est accessible aussi en termes virtuels par l'intermédiaire du site? Oui, en fait, auparavant, à la Maison de Marguerite-Douville, on avait une exposition permanente qui s'appelait « Marcher dans ses pas » de Marguerite-Douville, en fait, les pas de Marguerite-Douville. Oui. Et on a été malheureusement obligé de la démanteler en 2018, si je me mémoire est bonne. Et puis, avant de la démanteler, on a fait une exposition virtuelle, donc des 360 dans chaque pièce. Et puis, c'est ce qu'on propose là, sur le site web de la congrégation. Il y a un onglet Exposition virtuelle si vous êtes intéressé à voir cette expo-là dans le confort de votre foyer. Bien, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont sans doute se précipiter dès l'écoute de cette émission. J'espère bien. Pour en profiter. Donc, je te remercie. C'était Mylène Laurando du Service des archives des Sœurs Grises de Montréal. Si vous voulez consulter le site en question puis découvrir toutes sortes de choses fantastiques qui s'y trouvent, l'adresse est très simple, c'est SGM, donc Sœurs Grises de Montréal, sgm.qc.ca. Mylène, merci beaucoup. Merci. Because my work is based on archival research, so I get a lot of ideas actually from just going to archives, and whatever I find inspires me, whether it's like a photograph or something that I've read or come across. Vous venez d'entendre un extrait d'une entrevue réalisée avec l'artiste sino-canadienne Karen Tam, qui souligne l'importance des archives dans le cadre de son processus de création. Je suis en compagnie de Mathieu Lapointe, conservateur des archives du musée McCord-Stewart, où s'ouvre justement une exposition sur laquelle a œuvré Karen Tam. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue à BNQ. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce qui fait exactement la richesse des collections du musée McCord-Stewart? Bien,
Ce qui est intéressant pour ce qui est des archives, en fait, c'est le dialogue que les archives peuvent avoir avec les grandes collections du musée, parce que le musée, c'est 6 grandes collections. Donc, du côté des archives, il y a des archives textuelles, environ 850 fonds et collections, plus de 1000 cartes et plans historiques. Il y a la collection art documentaire, donc qui concerne tout ce qui est les milliers d'images de toutes sortes, des tableaux, des dessins, des imprimés, des caricatures, dont certaines des plus anciennes vues de Montréal et aussi les premières caricatures produites au Canada à l'époque de la conquête qui mettaient en scène nul autre que le général Wolfe. Il doit être très, très fier d'être présent sur une caricature. Ouais, je suis pas sûr de ça, mais en fait, c'est quand même intéressant que tu aies des pièces historiques. L'autre collection très riche en archives, c'est celle de la photographie. Donc, plus de 2 millions de photographies, dont la fameuse collection Notman, qui est vraiment un trésor là, pour documenter l'histoire de Montréal, du Québec, mais du Canada, aussi du Canada. Et il y a 3 autres collections qui concernent pas, disons, le mandat de BANQ, mais qui sont aussi avec lesquelles on est en dialogue. Donc, les collections de mode, de culture autochtone et de culture matérielle, donc tout ce qui relève des objets du quotidien ou des objets, c'est une collection très éclatée. Et donc, le service d'archives s'inscrit dans une très longue tradition au Musée McCord. Est-ce que tu peux nous en résumer les éléments fondateurs? Oui, le Musée McCord a été fondé en 1921, donc il y a juste un peu plus d'un siècle, par David Ross McCord, un collectionneur d'origine écossaise qui a été... et la collection, le musée a d'abord été associé à l'Université McGill pendant longtemps avant de devenir autonome. Et dès le départ, depuis David Ross McCord, la vocation du musée était de raconter l'histoire du Canada dans sa diversité. McCord jugeait que le Canada avait été fondé par 3 grands peuples fondateurs, c'est-à-dire les Autochtones, les Français et les Anglais. Et dès le départ, il a essayé d'accumuler des archives, des documents et aussi évidemment des objets, des artefacts sur ces différentes cultures-là, sur des grands personnages historiques. C'était une autre façon de conter l'histoire. Évidemment, à cette époque-là, les personnages, les familles marquantes et tous les événements. Depuis ce temps-là, le mandat du musée s'est recentré davantage sur l'histoire sociale de Montréal, plus spécifiquement. Si j'ai bien compris, c'est aussi, par exemple, les grands événements, par exemple, même des équipes sportives. Oui, tout à fait. Donc, en plus des archives photographiques qui sont très riches au Musée McCord, on a beaucoup de fonds intéressants sur l'histoire économique et sociale de Montréal. Les archives de grands entrepreneurs et de leurs familles, les Molson, les Drummond, les Redpath, mais aussi les Forget, les Papineau, les Dessault. Donc, on touche à la vie économique, mais aussi à la vie sociale, politique et culturelle de Montréal et du Québec, du Canada. Évidemment, on a des collections sur Expo 67. Qui n'a pas de fonds sur Expo 67? C'est intarissable. Les Jeux olympiques de 76, mais aussi l'ouverture du pont Victoria en 1860, la construction du canal de la Chine dans les années 1820, par exemple des registres de paix des ouvriers, d'autres documents de ce genre-là. Vous avez même le fonds des expos. Oui, on a fait certaines institutions marquantes comme les Expos de Montréal, mais aussi le fameux Delicatessen, le fameux restaurant chez Benz qui a fermé il y a quelques années. Il y a eu le sauvetage des archives et des artefacts en même temps. Donc, l'avantage d'être un musée, c'est qu'on peut collectionner tout ça en même temps. Et du côté de la mode, parce que c'est complémentaire justement à notre collection mode, on a des collections de tailleurs du 19e siècle comme la famille Gibb, jusqu'à des designers des années 1960 à aujourd'hui, comme Jean-Claude Poitras, par exemple, qui a été l'objet d'une expo récemment. Et justement, tu parles d'exposition, la richesse des collections du musée, puis c'est le propre de musée de faire des expositions, je comprends bien, mais la richesse des fonds d'archives explique pourquoi il y a une telle diversité d'expositions qui ont été présentées au fil des ans. Peux-tu nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. On essaie de mettre en valeur les différentes collections dans des expositions, comme en photographie, on a des expositions autant sur la photographie ancienne, on a eu une exposition Notman, on a présentement une exposition sur Alexander Anderson, que la photographie contemporaine. Par contre, on collectionne des photographes encore actifs. Donc, on vient de finir une exposition sur la ville de Disraeli. On
On a un programme de commande photographique appelé Montréal en mutation, où on demande à des photographes de documenter l'histoire de quartiers, la mutation de quartiers comme Griffintown par Robert Walker. Et donc, vous générez des archives. Oui, exactement. Vous commandez des archives. Exactement. On vient commander, par exemple, une exposition, une série de photos à Joanie Lafrenière sur le quartier d'Hochelaga, qui est en mutation lui aussi. Donc, des projets comme ça. Il y a également eu plusieurs expositions importantes en lien avec les premiers peuples. Puis je pense que c'est notamment le cas d'exposition permanente, si je ne me trompe pas, qui s'intitule « Voix autochtone d'aujourd'hui, savoir, trauma, résilience ». Oui. Justement, on en parle souvent maintenant du regard que l'on porte sur les premiers peuples, par exemple, puis le biais qui est souvent présent parce qu'on a interprété pendant très longtemps par l'intermédiaire du prisme, de la culture européenne, tous ces objets-là. Est-ce que ça... là, c'est une démarche qui s'est faite par l'intermédiaire de témoignages, mais c'est aussi, je pense, une démarche qui a été teintée par une remise en question des pratiques d'interprétation, des pratiques de mise en valeur à l'intérieur du musée. Si je ne me trompe pas, le musée McCord, ça faisait déjà un bout de temps qu'il avait entrepris cette démarche-là, mais je pense que est-ce que c'est allé de façon encore plus... Oui, bien, c'est sûr qu'avec tout le réveil des dernières années au sujet des questions autochtones, puis la volonté encore plus ferme qu'on a de décoloniser les pratiques du musée, qui dans le fond est une institution à la base qui a des coloniales ou qui a des tendances qui a travaillé dans le sens du colonialisme à l'époque. Il y a vraiment cette nécessité de faire les choses autrement. Par exemple, dans le cas d'une exposition comme Voix autochtone, il fallait adopter, disons, un rythme un peu différent et accepter de ne plus être les maîtres d'œuvre complètement de l'exposition, mais que ça soit une sorte de co-création. C'est un défi, mais c'est essentiel, je pense, pour que l'exposition reflète davantage et plus fidèlement la réalité autochtone. Et pour ce qui est des archives, c'est un peu différent, c'est que c'est souvent des archives qui ont été créées par des Canadiens d'origine européenne, donc qui sont pleins de biais ethnocentriques, et il faut faire très attention à la façon dont on les diffuse. Par exemple, les titres, est-ce que les titres qui ont été donnés à l'époque sont insultants aujourd'hui pour les cultures autochtones? Est-ce que comment on conçoit les légendes? Comment on nomme les peuples en utilisant plutôt les noms qu'ils utilisent, qu'ils préfèrent, plutôt que les noms que les Européens leur ont donnés? C'est très représentatif de la diversité, en fait, des pratiques qu'il y a au musée McCord, je pense. Oui. Et aussi la richesse des collections. Mais justement, selon toi, c'est quoi l'élément fort? L'un qui est un peu incontournable, c'est la fameuse collection Notman d'archives photographiques qui a été récemment inscrite au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Donc, c'est un honneur. C'est un honneur, mais c'est un trésor qui fait partie des choses qui sont les plus souvent consultées. Donc, c'est 400 000 photographies sur l'histoire du Canada. Le studio Notman a été en fonction du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, c'est extrêmement riche et c'est très consulté. Et pour ce qui est des curiosités ou des choses qu'on a découvert récemment, il y a le fonds de la famille Mitchell. Ah oui, qui rentre dans mon célèbre segment « J'ai mon voyage ». Oui, c'est ça. On a été très surpris parce que on avait ce fonds d'un pasteur baptiste. En fait, la plupart des papiers du fonds appartenaient au pasteur Edward Mitchell, qui était un pasteur baptiste dans les cantons de l'Est des années 1830 à sa mort dans les années 1870. Et ce sont des chercheurs américains qui nous ont appris il y a peut-être une dizaine d'années que, en fait, Edward Mitchell était né en Martinique et qu'il était passé par les États-Unis, vécu dans le Maine, à Philadelphie, ensuite fait un diplôme à l'université de Dartmouth dans le New Hampshire. Donc, c'est le premier diplômé d'origine afro-descendante
avoir été diplômé dans une université de la Ivy League et peut-être le 4e diplômé afrodescendant de l'histoire des États-Unis. Et c'est particulièrement intéressant, donc, d'avoir ce fonds-là qui contient beaucoup de réflexions personnelles, de réflexions morales et philosophiques, parce que ce sont beaucoup des dissertations qu'il a fait au collège et ensuite des sermons qu'il préparait pour ses paroissiens ou ses ouailles. Ses ouailles, exactement. Ça change complètement le regard qu'on a sur le fond, finalement. Oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte qu'on a cette chose extrêmement rare d'avoir des papiers ou des réflexions personnelles d'un homme afrodescendant au début du 19e siècle et qui a vécu une bonne partie de sa vie dans les cantons de l'Est. Et quelles sont les expositions en cours en ce moment? En ce moment, il y a l'exposition sur Alexander Anderson, donc le grand photographe de paysage du 19e siècle. Il y a une expo qui s'ouvre le 31 mars sur Hochelaga par Joanie Lafrenière, et l'exposition de Karen Tam qui s'intitule « À Vallée des montagnes ». Il y a le grand projet de diffusion numérique qui s'appelle Collection en ligne. Donc, c'est notre nouvelle plateforme de diffusion des objets et des archives en ligne. Et on l'a lancé l'année dernière. Et cette année, on va le bonifier en mettant en ligne des collections vraiment importantes de photographies et d'archives qui remontent jusqu'à la Nouvelle-France et même au-delà, certaines archives européennes qui appartenaient à la collection Stewart. Wow! Ben écoute, on va sans aucun doute aller consulter le site du musée qui, je le rappelle, est musée-mccord-stewart.ca. Ben enfin, vous tapez Musée McCord Stewart sur le web, puis vous allez le trouver. Donc, Mathieu, merci beaucoup pour ta participation à l'émission. On a appris vraiment des tonnes de choses et je pense qu'il y a sans aucun doute plein de monde qui vont aller sur le site web pour pouvoir découvrir et explorer les collections du musée et pourquoi pas planifier une prochaine visite. Parfait. Merci à vous. Merci. Mets ton chapeau et viens à Dolbeau. Le plus grand des festivals et le plus original à Dolbeau. C'est toujours nouveau. Vous venez d'entendre « Mets ton chapeau, viens à Dolbeau » par la musique de André Marcoux, qui a été utilisé dans le cadre du Festival Western de Dolbeau-Mistassini au milieu des années 70. Pourquoi est-ce qu'on a ce petit extrait? C'est pour accueillir, en fait, Steve Quentin, le directeur général et archiviste à la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, qui couvre la région, plus précisément de Dolbeau-Mistassini. Steve, bienvenue à BANQ. Merci. Alors, Steve, c'est pas le fruit du hasard si on a fait jouer cet extrait-là, parce qu'en fait, on a décidé d'aborder en fait un sujet qui est peu souvent abordé au niveau des services d'archives agréés, celui des archives audiovisuelles. Je comprends que vous aviez bien d'autres types d'archives chez vous, mais c'est un peu le fer de lance de votre service. Oui, effectivement. Ça fait maintenant plusieurs années que la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine s'occupe de transférer des archives audiovisuelles, particulièrement les archives qui sont contenues dans son magasin. Quel type d'archives, justement, on trouve à l'intérieur? C'est quoi le type de document ou le type de production qu'on peut retrouver? On retrouve des documentaires, des séquences de vie, de choses qui sont arrivées dans le secteur qui était couvert par les télévisions communautaires. On a commencé par s'occuper des archives qui étaient les plus faciles à transférer, c'est-à-dire les formats de cassettes VHS, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on passe au travers toutes ces cassettes-là. On s'est rendu compte qu'on avait, avec les équipements acquis, la possibilité de transférer d'autres formats moins conventionnels, mais en acquérant les bons équipements, on a effectué avec du personnel à la Société d'histoire qui, lui aussi, s'est spécialisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le domaine de l'archive audiovisuelle, il n'y a pas juste une question d'appareil de lecture, il y a toute une expertise qui doit être développée pour manipuler ces documents-là, puis savoir comment les réactiver en fin de compte. Parce que c'est sensible, c'est des bandes magnétiques, puis s'ils ne sont pas traités avec soin, puis selon une procédure
particulière, ben on risque de les endommager. Ouais. J'ai d'ailleurs fouiné un petit peu sur le site parce que, bon, en fait, vous avez réuni tout ça sous une seule plateforme qui s'appelle La Voûte, qui est un très beau nom. Mais justement, j'ai exploré un peu les bas-fonds de La Voûte. Et j'ai trouvé notamment, par exemple, un spectacle de la Polyvalente de Normandin de 1988, le congrès de l'Union canadienne des racketteurs de 1928, des défilés de la Saint-Jean, des témoignages personnels. Donc, c'est extrêmement riche comme fond. Puis, à la différence de l'écrit, je trouve que l'audiovisuel permet un accès presque instantané à l'intime. C'est extrêmement émotif de voir des personnes agir, de les entendre parler. Puis la comparaison qui me venait en tête, c'est une chose de savoir que Mario Pelchat, au début de sa carrière, a interprété une chanson Y, mais c'est autre chose de l'entendre ou de le voir performer. C'est le type d'archive qui est la seule à créer ce sentiment-là, de ramener des êtres ou de prendre en contexte tout un paysage d'un lieu que les gens dans lequel ils se reconnaissent. C'est certain que nous, quand on a entrepris ce projet-là, il y avait tout cet aspect-là de la chose. Il y a un côté sentimental très fort qui nous a porté à transférer ces archives-là. La voûte.tv est un outil qu'on s'est doté pour faciliter l'accès aux archives parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'outils spécifiquement pour la diffusion des archives audiovisuelles. De là, un projet qui nous a amené à créer une plateforme web qui allait permettre au public de repérer facilement le type d'archives qui les intéresse, que ce soit des archives audio ou vidéo, dans certains cas avec son, dans certains cas muet. On regroupe toute une collection d'archives qui viennent de tous les services d'archives agréés du Québec. Ça, c'est un des moteurs de notre projet. C'est bien insisté parce qu'effectivement, c'est pas réservé aux archives de votre service d'archives, mais bien des archives que vous allez chercher aussi ailleurs, en fait. C'est comme si c'était une plaque tournante au niveau des archives audiovisuelles. Pour qu'on puisse avoir un site web représentatif des archives québécoises, il fallait s'associer à des partenaires, puis les partenaires les plus naturels qu'on a pu trouver pour le développement de cette plateforme-là, c'est les membres du regroupement des services d'archives agréés du Québec. Puis il y a une certaine urgence aussi là-dedans. Tu mentionnais au départ, par exemple, tous les essais-erreurs pour se familiariser, par exemple, avec les techniques de transfert, pour bien manipuler aussi les documents. Mais on oublie souvent que les archives, le format audiovisuel, en fait, c'est un format qui peut s'abîmer aisément au fil du temps. Le danger principal qui guette les archives audiovisuelles, c'est particulièrement le fait de ne plus être capable de les lire parce que les appareils qui permettent d'extraire le contenu des archives ne sera plus un jour disponible. Puis justement, parlons du site La Voûte, en fait, on peut chercher par thème là-dedans, mais je pense aussi par année, lieu, format. Vraiment, la capacité de recherche est assez étendue. On a tenté d'inclure le maximum de données sur chacune des fiches de chacun des documents qu'on insère sur lavoûte.tv pour donner une expérience complète. Puis le fait d'avoir toutes ces métadonnées-là sur la plateforme, l'utilisateur peut vraiment de façon précise aller identifier la thématique puis le contexte du type d'archives qu'il souhaite regarder. On a aussi des personnes qui regardent notre plateforme puis qui ont à la maison des archives audiovisuelles qui n'ont jamais été transférées puis qui n'ont jamais été données à des institutions. Fait qu'au-delà de diffuser des archives, on s'est même, avec ça, donné une mission de favoriser la donation d'archives audiovisuelles. Comme tu l'as mentionné, en fait, c'est un processus qui est complexe puis également très coûteux. Puis, justement, la voûte, c'est aussi comporte aussi un mode de financement, en fait, parce que on a accès aux 20 premières secondes des enregistrements gratuitement.
Puis ensuite, si on veut accéder au reste, en fait, il y a un abonnement annuel qui est prévu. Là, je vais entendre des gens à la maison qui vont se dire « Ah, mon Dieu, encore une fortune qu'on va devoir payer pour ça. » Bon, c'est 19,99 $ par année. Donc, c'est quand même relativement abordable. En faisant ça, les gens qui s'abonnent, d'abord, qui s'inscrivent sur lavoûte.tv parce qu'il y a la section abonnement gratuit qui permet de voir l'ensemble des archives, mais enfin un segment des archives avec quelques archives qu'on offre gratuitement dans leur intégralité, qui sont présélectionnées. Mais sinon, pour pouvoir voir l'intégralité du contenu, on demande aux gens de nous accorder une contribution pour favoriser la préservation, en fin de compte, pour favoriser l'accomplissement de la mission de lavoûte.tv. Selon toi, c'est quoi l'élément fort de vos collections? Bien qu'on s'est spécialisé dans le courant des dernières années dans le domaine de l'audiovisuel, il en demeure pas moins que le fonds d'archives vraiment qui est le plus représentatif pour nous, c'est le fonds numéro 1 de la Société d'histoire. Ça s'appelle le fonds Domtar. C'est à l'époque, la ville de Dolbeau est une ville industrielle. Elle a été bâtie sur pièce par une entreprise qui était la St. Lawrence River à l'époque. On a tous les documents d'urbanisme de la création des premières rues, donc d'un quartier aussi qui est aujourd'hui un quartier patrimonial, qu'on appelle le quartier des Anglais, tout ce qui distingue les types de maisons qu'on peut y retrouver. On a les photos de l'époque également, des premiers hôtels qui étaient là pour accueillir les travailleurs qui venaient sur le chantier dans les années, dans les années 1920. Pour nous, c'est un fonds qui est un incontournable. Bon. Puis, j'arrive à mon segment. J'ai mon voyage. Je n'en reviens pas. Je ne pensais pas qu'on trouverait ça. Je suis complètement abasourdi. Là, je vais revenir un peu vers les archives audiovisuelles. Quand on a reçu les archives de la télévision communautaire de Normandin, on avait, à la ville de Normandin, conservé l'intégralité des archives qui avaient été enregistrées dans les années 70. La télévision communautaire de Normandin est un projet qui est né au début des années 70. C'est peut-être la première télévision du genre au Canada. C'est un projet pilote qui avait été mené avec l'Office national du film. Ça s'appelait Société nouvelle, si je me souviens bien. Quand on a vu arriver ces archives-là à la Société d'histoire, c'était pour nous autres un trésor. On a su que durant toutes ces années-là, les archives de la collection de la télévision communautaire avaient été conservées sous la cage d'escalier de la réception de l'hôtel de ville. Donc, de voir arriver ça chez nous et d'être en mesure de les transférer, puis de voir qu'ils n'avaient pas été attaqués par le temps ou les conditions, c'était extraordinaire. Ce que ça vous offrait, dans le fond, c'est littéralement la capacité de faire un voyage dans le temps. Merci beaucoup, Steve, pour nous avoir présenté, en fait, vraiment, non seulement un fonds d'une grande richesse, mais aussi l'esprit d'initiative qui s'est mis en place de votre côté pour mettre en place un outil puissant qui s'offre à l'ensemble de la population québécoise pour accéder, en fait, à cette mémoire-là qui est très vivante. Vous contribuez à la maintenir vivante. Pour ceux qui souhaiteraient, en fait, accéder à la page web de votre site et évidemment à la voûte, il suffit d'inscrire Histoire généalogie sans accent, sans trait d'union, sans espace. Donc, histoiregénéalogie.ca et vous allez accéder en fait au site du service agréé. Steve, merci beaucoup. Puis au plaisir de se reparler. Lorsque je suis rentré la Cordaire, moi, il y avait déjà 7 ou 8 ans que je ne prenais plus de boisson. Je n'avais pas beaucoup de mérite, mais la semaine dernière, j'étais justement dans une circonstance là où il me semble qu'il aurait été plaisant un peu de faire comme les autres, d'accepter un petit verre et dire même si j'avais été seulement que pour rire. On vient tout juste d'entendre le curé Léon Scollard qui, dans le cadre de la rencontre entourant le 10e anniversaire du cercle Lacordaire de Saint-Honoré en 1952, nous rappelle que la modération a bien meilleur goût. De retour avec Éric Turcotte et Karine Savary pour conclure ce voyage au pays des sapins. Un univers extrêmement riche qui, comme on a pu le constater, couvre une très grande variété de types d'archives. Je vais d'ailleurs vous laisser le mot de la fin. Que peut-on retenir de cette brève incursion à travers les sapins?
Merci, Benoît. De mon côté, je dirais que dans les extraits qu'on vient d'entendre, on constate vraiment tout le professionnalisme et la qualité des services qui sont offerts par les SAPA. On dénote aussi tout le caractère, je dirais plus le côté créatif, innovant des SAPA qui doivent faire face à ça, trouver des nouvelles façons de faire et aussi pour mettre en place de nouvelles activités là, pour accueillir le plus possible les populations. Et de ton côté, Karine? Oui, bien, comme Éric l'a dit, c'est vraiment des très beaux exemples qui ont été choisis. Puis ça présente vraiment aussi tout l'impact sociétal que ces organismes-là ont pour notre collectivité. Parce que vraiment, l'histoire, c'est un élément crucial de notre identité. Donc, les SAPA sont vraiment, en ce sens, je pense, un passeur de mémoire parce qu'ils pérennisent notre passé, donc qui est la base de notre culture nationale aujourd'hui, mais aussi de par leur fonction, ils vont contribuer à la compréhension de ce passé-là en documentant aussi le présent, mais ça nous aide aussi à comprendre notre présent d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs, on a pu le constater à travers, par exemple, la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, de l'innovation assez poussée qui se met en place parce que là, on a vraiment un système de mise en valeur audiovisuelle, de collecte de fonds à travers l'ensemble du Québec. C'est assez époustouflant là, comme démarche. Bien, quand on parle de passeurs de mémoire, je pense que c'est justement ça. Notre objectif, là, les passionnés qui travaillent dans ces services-là, c'est de redonner le patrimoine à la collectivité. Puis ça, c'en est un exemple parfait. Excuse-moi, on parle aussi d'un très beau projet de partenariat à travers les services d'archives privées agréés. C'est un projet innovant, oui, parce qu'il faut penser que, dans le fond, c'est que le service d'archives privées qui en a la responsabilité est physiquement à Dolbeau-Mistassini, mais va mettre en place une plateforme qui va avoir les archives de tout le territoire québécois, là, que ce soit en provenance de Sherbrooke, de Montréal ou ailleurs. Les usagers pourront avoir accès à une plateforme lui permettant de voyager à travers le Québec, là. Oui, parce que l'histoire, c'est pas juste, en fait, l'histoire des grandes personnes, les grands mouvements politiques, mais c'est aussi les familles qui ont bâti, qui ont éli ces personnes-là. Donc, c'est eux qui ont bâti là, le Québec d'aujourd'hui. Bien, très bonne conclusion. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous et à toutes pour cette exploration à travers la richesse du patrimoine documentaire québécois, mais également du dynamisme des équipes qui travaillent dans chacun des services d'archives. C'est grâce à ces équipes que notre passé demeure toujours bien présent. Si vous souhaitez en savoir plus sur les SAPA, vous pouvez consulter la page du site web de BANQ qui est dédiée. Comme le trajet pour y accéder est un petit peu complexe, je vous suggère donc de simplement inscrire SAPA, S-A-P-A, et BANQ dans un moteur de recherche. C'est le premier résultat qui va apparaître dans vos résultats. Vous pouvez également consulter le site du regroupement des services d'archives privés agréés du Québec, qui est un modèle de concision en termes d'adresse. Il s'agit de rsapaq.com. Dans les deux cas, vous aurez accès à l'ensemble des informations sur les différents SAPA du Québec, incluant des liens qui vous permettent d'explorer la richesse et les contenus de ces différents services. C'est maintenant le moment de remercier tous nos invités, en débutant avec Éric Turcotte, archiviste à la direction des régions de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, de même que Karine Savary, conservatrice au Musée d'histoire de Sherbrooke, ainsi que présidente du regroupement des services d'archives privés agréés du Québec. Un grand merci également à Linda Rivet, du service Histoire et Archives Laurentides, Mathieu Lapointe, conservateur des archives du Musée McCord-Stewart, Steve Quentin, de la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, et Mylène Laurando, du service d'archives des Sœurs Grises de Montréal. En terminant, je vous encourage à consulter les vastes collections patrimoniales de BANQ qui sont accessibles sur son site, banq.qc.ca. Attention, il y a 2 volets, BANQ numérique pour les documents publiés et Ad Vitam pour les archives. Bonne découverte et à la prochaine! Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission sur les services d'archives privés agréés, produite par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nous tenons à les remercier. Alors merci d'avoir écouté Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert qui vous dit à la prochaine.